à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle conférence du Salon de l'immobilier où nous allons passer au crible un sujet qui compte forcément pour les acquéreurs et les investisseurs dans l'immobilier neuf qui est le crédit. Je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef pour PAP et avec nous avons des spécialistes de la question. Philippe Taboret, donc, qui est directeur général adjoint du courtier CAFPI. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et nous avons avec nous aussi Philippe Zilberstein, qui est chargé de mission près de la direction générale du groupe Capedi, qui est promoteur, mais qui, comme promoteur, connaît bien les questions d'argent. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors pour commencer, je vous propose de faire le point. On voit partout, on lit partout, on le voit dans toutes nos conférences. Les taux sont bas. Ils sont vraiment si bas que ça, Philippe ? Ah oui, puisqu'ils sont, on peut dire, historiquement bas. Ils se rapprochent des records historiques de 2019. On est aujourd'hui à 0,10 10 centimes des records historiques. Donc on est vraiment très très bas. Comptons dans la moyenne à peu près un taux d'1% sur les durées de 20 ans. Ah oui. Taux hors assurance, 1,10. Donc c'est vraiment très peu cher. Et ça va monter ? Alors c'est la grande question ces derniers temps qui était d'actualité, puisqu'on a vu les taux longs aux États-Unis avec une petite tension, un petit retour de l'inflation qui pointait, mais la Banque centrale, Christine Lagarde, nous a rassurés en assurant qu'elle continuerait effectivement de perfuser l'économie avec le rachat de dette des États, donc il n'y aura pas de remontée des taux. On peut espérer, en tout cas, on est certain même que cette année, il n'y aura pas de flambée des taux. Ça bouge les taux, hein. C'est pour monter de 0,10, rebaisser un petit peu. Mais ça ne flambera pas. Après, on verra. Mais en tout cas, l'économie et les dirigeants des banques centrales n'ont aucun intérêt à voir les taux remonter aujourd'hui. Ouais. Ce serait un empêchement de retour à la croissance. D'accord. Merci Philippe. Alors, donc, l'argent n'est pas cher. Donc, on veut acheter ou investir dans le neuf. Philippe Zilberstein, votre expérience de promoteur. Par quoi on commence quand on veut monter un crédit immobilier ? Eh bien, avant de chercher son crédit immobilier, ce qu'il faut, c'est évidemment fixer son objectif en termes d'investissement ou de résidence principale, si c'est l'objectif, et également, concomitamment, évidemment, comparer et commencer à étudier les offres du marché pour effectivement voir quelle est d'une part sa capacité maximum à acheter, voir évidemment si ces taux d'endettement correspondent. Donc je dirais que le financement, sous réserve de ce que peut dire Philippe, le financement se prépare en même temps que la recherche du bien. Il faut l'anticiper parce qu'à un moment donné, quand l'acquéreur va trouver son bien, il faut qu'il soit en capacité de prendre une décision rapide. D'accord, et donc il faut être très réactif. Il faut être très réactif et avoir tout préparé en amont. On aura l'occasion de développer les sujets, mais c'est très important de le faire en parallèle. Aussi bien sur les critères bancaires que sur les pièces administratives du dossier, par exemple. Bien entendu, mais surtout les critères bancaires, puisque aujourd'hui, un taux, enfin c'est pas Philippe qui me démentira, un taux c'est une bonne chose, mais la finalité c'est combien ça va me coûter à la sortie en mensualité. On dit aussi souvent que la question, en fait, finalement, les taux sont très bas et la question, c'est pas spécialement d'avoir un bon taux, mais c'est surtout d'avoir le crédit. De l'avoir. Oui, parce que les banques sont quand même très, très vigilantes. On parle par exemple sur le profil de l'emprunteur, de la tenue de compte, de la situation professionnelle. Quels sont les critères des banques sur ce point, Philippe ? Alors, ce qui est particulier en France dans le système bancaire, c'est qu'on prête aux personnes, on ne prête pas sur les biens immobiliers par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays d'Europe même. Ce qui veut bien dire que quand on va analyser un dossier, on va regarder si la personne est donc bien capable de rembourser l'emprunt sur lequel il veut s'engager. Et si la mensualité, il peut l'assumer. Il ne peut pas l'assumer seulement maintenant, mais pendant un certain temps. Peut-être pas la durée du prêt, on n'est pas conscient de l'avenir, mais en tout cas, de façon pérenne, qu'il puisse s'engager sur cette somme d'emprunt. Et là, bien évidemment, on va regarder tout ce qui concerne l'emprunteur. Alors, quels sont les éléments ? Bien sûr, son niveau de revenu. Et donc, par rapport à la charge qu'on prévoit, est-ce qu'il a la capacité à y faire face ? D'accord. Il y fait face s'il a l'habitude de payer un loyer, par exemple, de la même somme. On voit bien qu'il est... Après, il y a le fameux critère des 33, passer à 35% de l'endettement de son revenu net. Pardonnez-moi, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre plus de 35% de ses revenus dans la mensualité de crédit, c'est ça ? Absolument. Et cette année de revenus
dans le prix total de l'opération. D'accord. Ce sont des normes maintenant qui ont été rappelées par la Banque de France et qui vont être de plus en plus appliquées par les banques. Et puis, tout ce qui est parallèle à cela, donc est-ce qu'il y a la pérennité dans l'emploi? Est-ce qu'on peut penser que quand même, on ne va pas se retrouver au chômage ou en difficulté rapidement? Et un dernier élément qui est beaucoup plus subjectif, ça va être la façon de vivre, la tenue des comptes. D'accord. On va voir la façon de vivre à travers la tenue des comptes. Est-ce que je suis tous les mois à découvert? Est-ce que j'ai déjà du mal à faire face à mes charges existantes? Est-ce que j'ai beaucoup d'engagements à travers des prêts personnels ou des engagements par ailleurs qui pourraient venir me mettre en difficulté face à cette nouvelle charge? Donc en fait, c'est tous ces éléments qui vont être pris en compte, analysés, et c'est pour ça que je dis toujours que le crédit immobilier est vraiment personnel. Et on ne peut pas faire des critères généraux, c'est vraiment à chaque personne, chaque type de vie, chaque couple, chaque ménage qui s'engage, auquel on va aller chercher au plus profond les éléments qui vont valoriser son dossier et qui vont nous garantir d'obtenir un accord de prêt. Et en plus, s'il est bien monté, peut-être un meilleur taux. D'accord. Et quand vous voyez vos clients arriver, est-ce qu'ils sont préparés à ça? Est-ce qu'ils sont informés sur les critères de crédit? Alors, pas toujours, mais je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire Philippe. Effectivement, aujourd'hui, il est important que, effectivement, compte tenu de la conjoncture et de la crise sanitaire, ça a remis aussi des éléments en exergue. Et effectivement, les banques aujourd'hui sont assez vigilantes sur ce qui s'est passé depuis au moins un an, entre des gens qui ont été au chômage partiel et d'autres pas, même de la bonne tenue des entreprises, même si elles ne le disent pas très, très officiellement. Ça va jusque-là quand même. Elles sont, je pense qu'en tout cas, elles regardent très finement les dossiers par rapport à ça. Et donc, c'est important, effectivement, de pas se tromper sur ça. Voilà. Oui, sur les particuliers, quand ils viennent vous voir, ils sont informés de tout ça. Alors, pas toujours. Ils ont lu à travers la presse, ils ont vu sur Internet, ils ont écouté la radio et tout ça. Ils ont bien compris que l'octroi des prêts est un petit peu plus difficile. Et quand ils viennent nous voir, ou quand ils vont voir des courtiers ou des banques, ils attendent de nous justement un professionnalisme et un conseil qui vient les guider un peu dans ce méandre, parce que les crédits bancaires, c'est quand même, mais Philippe en parlera certainement mieux que moi, c'est quand même un peu une nébuleuse entre les taux, les assurances, les taux d'endettement, les capacités financières. Enfin voilà, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident à comprendre. Donc ils attendent vraiment de nous, qu'on soit banquier ou promoteur, un vrai conseil et surtout un véritable accompagnement dans leur projet immobilier. Et puis avec la casquette promoteur, on a intérêt à les accompagner, puisque ça veut dire aussi qu'on va les accompagner et qu'on va concrétiser la vente du promoteur. Merci Philippe. Alors, il faut de l'apport. On peut acheter sans apport personnel aujourd'hui? Alors difficilement. Il faut de l'épargne qui va permettre au moins de financer les frais de notaire, c'est-à-dire les droits qui sont attachés bien sûr à la transaction, et tous les frais annexes, donc frais de dossier bancaire, les frais de garantie, éventuellement les aménagements aux travaux nécessaires. Donc on ne peut pas venir déshabiller totalement pour une telle opération. Donc on va veiller. Je reviens sur la première question qui était essentielle, c'est que, ça va compléter celle-ci, c'est de dire que de plus en plus maintenant, les gens ont bien conscience de cette situation, ils vont venir nous voir en même temps qu'ils vont commencer à rechercher le bien. Ils ont une envie, un besoin, un lieu, une surface, etc. Ils vont regarder les prix, donc ils vont aller voir les promoteurs immobiliers. Mais en parallèle, alors qu'avant, ils venaient après. Ouais. Ils trouvaient un bien, ils venaient nous voir. Ouais. Maintenant, ils viennent en même temps. Ils viennent en même temps pour savoir si effectivement ils ont les moyens de le faire. On va leur accepter un crédit, bien sûr, mais surtout pour les aider à définir l'enveloppe nécessaire et les contraintes auxquelles ils vont devoir faire face par rapport à ce financement. Et ça, c'est une bonne démarche, parce que elle est bénéfique à tout le monde. Déjà, ça les rassure sur leurs ambitions, et puis ensuite, ça va leur faciliter l'achat. Parce que quand j'arrive avec un moyen déjà acquis de financement d'un projet au promoteur, je vais peut-être pouvoir avec lui discuter plus facilement, négocier, obtenir un petit cadeau, parce que j'apporte une garantie de dire je suis un client sérieux. J'ai déjà les moyens, finançables, l'appartement me plaît, j'ai mon financement qui est bouclé. C'est très sérieux. Donc en définitive,
venir nous voir va nous permettre de déblayer un peu toutes ces contraintes en disant il faut avoir un peu d'argent de côté. Si je ne l'ai pas, comment on peut faire? On va aller taper la famille. En ce moment, il y a beaucoup d'épargne dans les comptes résiduels des Français. Donc, il faut aller taper le tonton, la tata. En fait, ce qu'on demande, c'est d'avoir, dans le neuf, c'est pas tellement, c'est 5%, 4-5%, ce qui va financer à peu près les frais. Quand le promoteur, d'ailleurs, des fois, elle l'aide aussi dans la transaction à financer ses projets, mais sinon, au moins l'avoir en épargne, en tapant un peu la famille, et puis de trouver, alors Philippe nous en parlera peut-être, mais il y a même des promoteurs aujourd'hui qui participent à la solution de trouver cette épargne en mettant en place des cagnottes et des choses comme ça. Donc, il y a plein d'idées intelligentes. Moi, je dis, en fait, la démarche, elle est simple. Hein. J'ai un projet, c'est un projet de vie qui est important. Je prends bien les renseignements. Je vais voir un courtier parce qu'au moins, j'aurai un panel de renseignements et d'informations. Je saurai combien je peux me permettre d'emprunter, donc le budget d'achat que je peux mettre, les 2-3 conseils qui vont m'aider à l'obtenir. Et puis ensuite, je suis en force de proposition pour aller auprès du promoteur, voir avec lui, optimiser mon achat, choisir le bien qui me plaît, etc. Et puis l'autre avantage du courtier, c'est qu'il connaît la politique commerciale des banques et qu'il sait que si un profil d'acquéreur ou d'investisseur pourra séduire une banque qui veut conquérir cette clientèle, alors que d'autres ne les recherchent pas. Vous pouvez aussi les aider. Oui, parce que chaque banque a sa politique commerciale, est en conquête d'une certaine clientèle, et puis ça dépend même pas de la marque, ça peut dépendre de la région. Oui. Une marque de banque, je ne vais pas en citer, mais peu importe, pourrait être plus agressive commercialement sur un territoire qu'un autre, et on va savoir déceler effectivement ces bonifications de conditions de crédit, et puis l'appétence qu'elles ont à financer plutôt du primo-accédant, plutôt de l'investisseur, et chacun doit avoir une approche bien sûr spécifique. Si je peux rajouter en complément de ce que dit Philippe, c'est confortable pour le promoteur, parce qu'aujourd'hui on a un client qui a consulté sa banque ou son courtier, qui arrive avec, je ne vais pas dire un accord préalable, mais en tout cas un cadre qui lui permet de... On n'en est pas loin en tout cas. Voilà, on n'en est pas loin, qui permet de bien définir quelle est sa capacité d'achat. Et pour le promoteur, c'est de ne pas lui proposer ce qu'il n'a pas, qu'il ne peut pas acheter, mais d'aller bien dans le sens de ce qu'il souhaite et de lui apporter un vrai service. Donc on est extrêmement complémentaires, et Philippe a raison de le dire. Par le passé, on allait d'abord voir le promoteur, après on allait voir le banquier. Aujourd'hui, il faut voir les deux quasiment de façon parallèle, et on arrive beaucoup plus intelligent face au banquier et face au promoteur. Et pour le promoteur, il ne peut pas, normalement, on cible bien l'attente et les besoins du client. Merci. Alors moi, en enquêtant sur le crédit immobilier, il y a un critère aujourd'hui qui est très important, dont on ne parlait pas beaucoup l'année dernière, c'est l'épargne résiduelle. Aujourd'hui, les banques, en plus de l'apport, vous demandent de garder de l'argent de côté. Certaines, en tout cas, oui, chacun a un peu révisé par rapport à ses critères, HCSF ou contrat de Banque de France, imposer aux banquiers, adapter ses critères. Alors, je ne dirais pas que c'est systématique. Il ne faut pas quand même faire peur aux gens de dire « Ah ben non, je ne vais pas y aller parce que moi, j'ai absolument pas les moyens ». Ce n'est pas vrai. La situation n'est pas aussi dramatique que ça. On n'ira pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste se rappeler la situation. Jusqu'en 2019, il y avait une telle euphorie d'immobilier et de banque, de crédit, qu'en fait, on est arrivé à des volumes mais extraordinaires. 2020, qui a été une année de crise, on a fait des volumes monstrueux, comme on n'en avait pas fait ces 15 ou 20 dernières années. Donc, il ne faut quand même pas tomber dans l'excès. Les banques prêtent. On a demandé d'être un peu plus vigilant sur le risque, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences à cette crise sanitaire sur le risque des emprunteurs, donc de bien y songer. Mais cependant, en fait, il n'y a pas de fermeture. Il y a un peu de contraintes resserrées, mais en tout cas, on va accompagner les projets. Le financement de l'immobilier est essentiel en France. Donc, en fait, personne n'est contre, tout le monde est pour. Il faut le maîtriser, il ne faut pas tomber dans l'excès. Donc, de l'épargne, il en faut. On peut le trouver. On peut le trouver à travers des crédits. On en parlera probablement. Et ça peut être financé aussi, cette épargne nécessaire, par des aides, tout simplement. Ça peut être promu aussi par des promoteurs qui ont des offres, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, il y a toujours une solution. Quand on est dans une situation équilibrée, saine financièrement, et qu'on a un vrai projet de vie d'installation ou d'investissement immobilier, puisque l'investissement pierre, elle a beaucoup la cote, même si aujourd'hui c'est pas très très facile, il manque de produits, mais en tout cas, ça a la cote de pouvoir trouver des solutions financières. Il n'y a pas... Et justement, Philippe, comment est-ce que vous aidez vos clients en matière de financement? J'imagine déjà que vos équipes commerciales sont bien formées à ces questions-là. Alors, effectivement, aujourd'hui, pas que le groupe Capelli, mais tous les promoteurs ont réfléchi à des solutions, à des alternatives. Chacun y va un peu de son idée. Tout à l'heure,
Philippe parlait d'un promoteur qui a mis en place une cagnotte qui permet de se constituer un apport pour permettre justement à la banque de valider. D'autres viennent en offrant, entre guillemets, les frais de notaire sur telle ou telle opération quand ils le peuvent, puisque à partir du moment où le client ne paye pas ses frais de notaire, ça lui permet de consacrer plus de capacité à son acquisition. Donc tout le monde, effectivement, réfléchit à ça, parce qu'on est tous vigilants à ça. On sait que les prix de l'immobilier ont globalement fortement monté ces derniers temps, en tout cas dans le neuf, et qu'à un moment donné, il ne faut pas se déconnecter de la capacité des gens à acheter nos biens. Oui, en fait, l'idée, c'est tout simple. C'est que vous êtes promoteur, votre métier, c'est de vendre des logements, et que si vous ne pouvez plus les vendre, vous ne pouvez plus faire votre métier. C'est exactement ça, et c'est en ça qu'on est très complémentaires des courtiers, des banques, et qu'aujourd'hui, dans nos partenariats, on essaye de s'adosser à des gens qui ont aussi cette expertise, parce que effectivement, ce qui nous intéresse en tant que promoteur, c'est de vendre de l'appartement, hein, pas de vendre du crédit, mais plutôt de trouver notre partenaire qui va nous aider à concrétiser notre vente, Et Philippe, on a dit que les taux étaient très bas. On peut faire encore baisser le taux? On peut négocier avec la banque? Oui, puisque là, quand on parle de taux moyens, mais en réalité, sur 20 ans, quand je vous dis que les taux sont à 1%, c'est en réalité entre 0,6 et 1,20. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'on peut emprunter sur 20 ans à 0,60. Absolument, il y a des produits aujourd'hui, on sort des crédits à 0,60, 0,65 pour certains profils de clients, gros apports, très gros revenus. Hors assurance. Hors assurance, bien sûr. Grand intérêt pour la banque qui sera capable, sur cette clientèle, là, considérons de prêter à perte, mais ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est effectivement de récupérer ce client. Donc il y a des capacités de négociation et il y a un écart de 0,50 qui peut être trouvé pour une même durée dans une même banque pour des clients différents. Et quand vous dites intéresser la banque, ça veut dire que derrière, elle va créer une relation commerciale. Comme elle a consenti un taux très bas, le client ne changera pas de crédit immobilier. Oui. Et derrière, ça va lui permettre de vendre assurance, produits de placement, services. C'est exactement ça, en fait. C'est bien. Abonnement de téléphone. Oui, tout. En fait, les banques vendent tout. Assurance voiture. Le crédit immobilier est un produit d'appel, hein, on le sait depuis longtemps pour les banques. Elles ne gagnent pas d'argent sur un crédit immobilier avec des marges si faibles. Ça veut bien dire que ce n'est pas rentable. C'est pour ça que d'ailleurs, elles veulent continuer à faire l'assurance aussi, parce que ça rapporte un peu plus d'argent complémentairement au crédit, mais ce n'est pas tellement rentable. En fait, c'est sur la vie qu'on va développer, construire avec le client en termes de partenaire bancaire, qu'on va pouvoir gérer les placements, gérer les achats, les successions, les prêts personnels, les assurances, les produits, et puis de plus en plus comme le téléphone. Merci. Et Philippe Zieberstein, il y a aussi des aides. On les a brièvement évoqués aujourd'hui. Pour ceux qui ont des budgets un peu serrés, des revenus, on va dire, moyens. Et vous soulignez le fait que le neuf a un certain prix. Quelles sont ces aides ? Vous parlez en termes de prêts, de prêts possibles en résidence principale. Oui. Donc effectivement, aujourd'hui, peut-être le plus connu, c'est le prêt à taux zéro. Hein. Vous l'appelez PTZ, mais pour bien comprendre, parce que quand on le nomme, il veut tout dire. Hein, c'est une possibilité de concourir à une acquisition avec un prêt fourni par l'État qui est à 0%. Alors après, suivant des barèmes, il y a la durée qui est déterminée. Donc il y a celui-là, il y a le prêt et l'accession sociale, les aides sont multiples. Hein, aujourd'hui, il faut effectivement bien se renseigner. Le banquier ou le courtier, effectivement, sont là pour ça. Ils sont formés à ça. Donc, c'est là où ils apportent un vrai conseil de qualité. Et c'est là où peut-être qu'ils vont faire découvrir aux clients potentiels qu'il a droit à certains prêts qui n'auraient pas eu lieu par ailleurs ou qu'ils ne connaissaient pas. Et là aussi, vos équipes sont formées. Quand un jeune couple arrive, il dit voilà, on est intéressé par ce type de logement et votre équipe va vérifier s'ils sont éligibles à ces aides. C'est très très important que nos collaborateurs soient formés aux prêts financiers et aux possibilités, car c'est là où, s'ils ne sont pas passés d'abord par le banquier ou le courtier, c'est là où ils vont, entre guillemets, susciter l'envie et le désir, et surtout pouvoir dire à ce client potentiel, voilà, l'appartement que je vous ai présenté qui vous convient, vous êtes potentiellement finançable. Maintenant, quand vous quitterez mon bureau,
je vous encourage à aller voir le professionnel du financement qui va vous accompagner à confirmer ça. Merci. Alors, le neuf, c'est une façon d'acheter un peu particulière, puisqu'on achète au départ quelque chose qui n'est pas construit. Absolument. Comment on paye, en quelques mots? Est-ce qu'il y a des mécanismes à comprendre? Qu'est-ce qui est important pour les emprunteurs? Oui, mais il faut... Juste en quelques mots. Détail, mais dans tous les cas, on va répondre aux appels de fonds du promoteur avec un calendrier qui sera dans le contrat et le banquier va s'assurer de verser les sommes nécessaires aux appels de fonds. Donc en fait, cette période, c'est une période d'anticipation qui peut aller jusqu'à 24 mois, le temps de la construction et de la remise des clés, en fait, qui est l'acte définitif du bien immobilier, et de façon à ce que le prix soit complètement rempli, le crédit soit complètement débloqué. Et c'est seulement après cette période de 2 ans maximum que le crédit va commencer à s'amortir. D'accord. La mensualité totale, puisqu'entre-temps on ne paiera que les intérêts des sommes débloquées, donc il y aura une sorte d'échéancier progressif de mensualité d'intérêts qui vont aboutir à une mensualité complète une fois que les sommes seront totalement débloquées. Je voudrais préciser, on revient, mais sur la question précédente que tu posais, Philippe est très clair là-dessus, et moi je suis encore plus clair, je voudrais le ressouligner. Ce n'est pas aux commercialisateurs, aux promoteurs immobiliers de conseiller le crédit, comme ce n'est pas aux courtiers de conseiller le choix du bien immobilier. Chacun son métier et on marche main dans la main. Bien sûr qu'il faut avoir un vernis, une connaissance, puisque dès le départ, il faut pouvoir informer le client, quelle que soit la porte qu'il franchit en premier. D'accord. Mais il est cependant important de comprendre que chacun a une responsabilité dans son conseil. On ne peut pas conseiller un crédit si on n'est pas intermédiaire en opération de banque et services de paiement, qui nécessite une inscription, etc. Comme moi, je ne peux pas conseiller, faire un conseil juridique ou immobilier, alors que c'est un spécialiste. Donc on est bien dans la connaissance, mais pas dans le conseil. Et il faut bien à un moment passer la main au spécialiste pour pouvoir apporter le meilleur conseil dans son domaine sur lequel il porte sa propre responsabilité. C'est important, ça mérite d'être dit. Philippe a raison de le préciser, on parlait du prêt à taux zéro, c'est un prêt réglementé. Donc ça veut dire que ce qui est très important, c'est que le commercial en immobilier connaisse la réglementation de ses prêts, connaisse les barèmes et puisse identifier tout de suite qui peut y avoir accès ou pas. Après, effectivement, c'est au banquier ou au courtier de définir et de vérifier et de valider, puisque nous ne pouvons pas, nous, demander toutes les pièces justificatives à ces prêts, donc d'accompagner et de valider. Merci. Alors, on a vu qu'avec le premier confinement, la première crise, il y a des gens qui avaient des soucis pour rembourser. Les crédits, aujourd'hui, peuvent s'adapter à la situation financière de l'emprunteur. On peut choisir de reporter, de diminuer ses mensualités. Alors, ce qu'on a appelé, ou ce qu'on nous a beaucoup sollicité dans cette crise, c'est le report d'échéance. Le report d'échéance existe dans certains contrats de crédit, de certaines banques. Pas toujours. Mais pas toujours. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas, elles l'ont bien sûr débloqué. Oui. Puisqu'il était question pendant cette crise d'accompagner les gens dans la difficulté qu'on traversait tous ensemble et d'être solidaires. Et ça a bien été pratiqué. Donc je ne pense pas, ça a pu arriver peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas eu écho de gens qui se soient retrouvés dans une situation compliquée, délicate et insoluble. On a adapté la solution. Vérifier que ça existe dans le contrat, c'est plus sûr. Puisque si dans le contrat de banque initial, il y a cette possibilité d'interrompre sa mensualité, de reporter, de faire une interruption de 3 mois, 6 mois, au bout d'un certain délai, etc., c'est ce confort qu'on aura besoin en cas de difficulté. On peut aussi, bien sûr, aujourd'hui, quasiment tous les contrats le proposent, opter pour une solution, une option de modulation des échéances. Alors attention, toutes les options ne sont pas les mêmes suivant le contrat de la banque, mais de pouvoir reporter, diminuer sa mensualité ou l'augmenter en fonction de sa situation de vie. On peut avoir une période difficile ou un autre projet à mener en même temps, donc d'avoir ces options. Tout ça se voit initialement, justement, dans ce que je disais tout à l'heure, dans la personnalisation, dans l'instruction de la demande de prêt. C'est un métier que de proposer des crédits. Et il faut qu'on ait l'assurance d'une part, que le client connaisse ses droits. Oui. Ça, c'est une obligation. Oui. Deuxième chose, qu'on lui présente plusieurs solutions. C'est une deuxième obligation, et pas une seule. On n'est pas là pour lui vendre un truc, on est là pour lui faire des propositions. Oui. Et de s'assurer, en sortie, troisième condition, qu'il ait bien compris. D'accord. D'accord. Et si on ne remplit pas ce rôle, c'est bien, et c'est contractualisé avec le client et dans notre obligations réglementaires, eh bien, on n'a pas rempli notre rôle, on est attaquable. Donc voilà. Pour répondre précisément à ta question, toutes ces questions vont être posées
Et on va essayer de répondre. Alors des fois on n'y arrive pas, mais au moins c'est dit. Et le mettre de façon contractuelle dans une proposition. Oui, c'est ça. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut bien comprendre le poids du devoir de conseil chez un professionnel, qu'il soit courtier ou promoteur. C'est-à-dire que vous avez des engagements, vous avez une responsabilité. Mais enfin, pour les promoteurs, c'est prévu dans la loi Hoguet, hein, puisqu'on est tous soumis à cette loi, et c'est qu'on a un devoir de conseil. Ça, c'est obligatoire. C'est la loi. Et puis on comprend d'autant plus qu'un projet immobilier, c'est un des confrères qui me disait qu'un crédit immobilier, c'est un tiers de ses revenus sur un tiers de sa vie. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se prendre à la légère. Absolument. Et la résidence principale ou l'investissement locatif, Bien un sûr. événement clé de sa vie dans son parcours. Mais j'ajouterai une chose, je rappellerai ici qu'on est d'ailleurs les deux seuls métiers, le vendeur d'immobilier de sa façon générale ou l'intermédiaire de crédit, à n'être payé qu'au résultat. Oui, c'est vrai. Donc, c'est rare les professions qui ne sont payées que s'ils obtiennent. Ça n'existe pas en France, on est payé par des honoraires, de conseils, des ceci. Nous, ça n'existe pas. Donc, on doit délivrer à la fois ce conseil gratuitement pendant des semaines, des mois, des fois ça dure. Voire des années. Voire des années pour certains, sans avoir touché le moindre centime de prestation. Et Dieu sait que ça coûte, un bon conseil, un bon expert, jusqu'à temps que l'opération soit conclue pour enfin être rémunéré sur notre prestation. Oui, c'est une totale sécurité pour les consommateurs. Tu as raison de le préciser, Philippe, parce qu'on peut considérer que nos métiers, quand on intervient en amont, c'est des bons de commande. Il y a que la réitération de l'acte à la finale qui fait qu'à un moment donné, on peut considérer que notre action est allée au bout et qu'elle s'est concrétisée. Et qu'on commence à gagner, oui, effectivement. Oui, donc ça demande aussi un investissement, en fait. Bien sûr. Alors pour nous, mais ça c'est notre problème, ça, Bien de sûr, gérer cet investissement, d'implication et d'avoir la compétence nécessaire pour le faire. Mais cependant, ce que je veux simplement dire, c'est que les gens sont en confiance. Quand ils s'adressent à un promoteur ou un agent immobilier, même on pourrait faire le parallèle, ou à un courtier en prêt immobilier, il est garanti d'avoir en face de lui quelqu'un qui va se battre dans ses intérêts, lui proposer toute son offre, parce que son seul intérêt, c'est que ça aboutisse. Donc en fait, il a intérêt à être bon, et il doit démontrer qu'il est bon avant d'être rémunéré. Voilà ce que je veux dire. Et qu'il soit bon aussi qualitativement par rapport au conseil, à ce fameux conseil qu'il apporte. Et ça vaut aussi, évidemment, alors c'est un autre débat, on en a parlé dans les autres conférences, mais aussi sur la qualité du logement, sur l'emplacement, au bout du compte, le crédit, ça n'est jamais qu'un outil au service du projet. C'est effectivement une pierre à l'édifice, si je peux me permettre ce jeu de mots dans nos métiers, mais c'est ça. Mais il faut que les pierres puissent s'empiler et que le ciment qui lie les deux tienne, quoi. J'aimerais, Philippe, qu'on revienne sur un point, on a un peu évoqué l'assurance emprunteur aujourd'hui. Alors, ça pèse avec des taux très bas, ça pèse de plus en plus lourd dans le crédit. Est-ce qu'on peut faire baisser la facture? Est-ce que les banques l'acceptent? Alors, c'est un vieux débat, puisque, comme tu le sais, ça dure depuis 10 ans que Madame Lagarde qui avait demandé aux banques de ne pas faire de vente liée, c'est interdit par les lois, donc de ne pas obliger un emprunteur à prendre l'assurance qui est proposée par cette même banque. De ne pas l'obliger, il peut la prendre, hein. Des fois elle est intéressante, mais de ne pas y être obligé, ce n'est pas un contrat lié. Donc ça n'a pas vraiment passé, il a fallu d'autres lois, la loi Hamon, maintenant la loi Bourquin, pour effectivement faire lâcher prise sur ce produit complémentaire qui en fait fait partie de la vente. Hein, pour un banquier, de prêter à des très bons taux, c'est parce qu'il y a l'assurance. Donc si tu lances l'assurance, c'est les taux qui vont augmenter. Donc ce n'est pas illégitime. Pardonne-moi, mais il faut aussi une assurance. Une banque, elle ne prête pas sans assurance. Obligé. C'est obligé. Et c'est dans l'intérêt des consommateurs, puisque bien évidemment, si demain j'ai un accident de la route, il ne faut pas que mes enfants, ou ma femme, ou le conjoint en tout cas, se retrouvent seuls à payer. Il n'aura pas les moyens de le faire. L'assurance couvre. C'est une assurance des personnes, indispensable et rendue obligatoire, bien sûr, pour ces contrats de crédit. Donc en fait, c'est cette séparation du contrat de crédit de l'assurance qui est très compliquée à mettre en œuvre, parce que des enjeux économiques se jouent de partout, mais pour autant qu'il ne faut pas négliger. À deux titres, donc là tu parles de la question tarifaire, bien évidemment, on peut optimiser son contrat d'assurance en termes tarifaires auprès d'assureurs spécialisés, et puis on comprend bien que si on est jeune et en bonne santé, on paiera moins cher une assurance que si on est vieux et malade. Donc on peut l'optimiser, on ne peut pas avoir le même contrat pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est pour la nature des garanties.
puisque effectivement, si moi je suis dans une activité à risque professionnel, des déplacements, l'usage de matériel dangereux, où je fais du sport à risque, etc., j'aurais besoin d'une plus grande couverture sur ces risques particuliers que quelqu'un qui ne fait pas de sport, par exemple, ou qui travaille dans un bureau. Donc, bien évidemment, tous ces éléments sont à prendre en compte dans cette garantie, et donc cette garantie va, en fonction de son risque, avoir un coût. Il est important de séparer les deux. Et tu le rappelais, sur la partie coût, c'est d'autant plus important que quand on avait des taux à 5 ou 10%, 0,50 d'assurance, ça représentait qu'un dixième. Aujourd'hui, avec des taux à 1%, ça représente la moitié du prix. Oui, quand même. voire la totalité du prix. C'est aussi cher une assurance. On peut imaginer par exemple les seniors qui présentent plus de risques pour l'assurance peuvent avoir des assurances qui peuvent monter jusqu'à 1% du capital emprunté. Oui. Donc, Absolument. Si on a un crédit sur 20 ans à 1%, ça peut coûter plus cher ça peut coûter plus cher que le crédit. Mais en même temps, c'est pas pour autant que les assurances sont trop chères. Oui. D'accord, elles couvrent un risque avéré et qui sont calculés au juste prix. Donc, il faut savoir, surtout, essayer de comprendre que une assurance, c'est personnel. Donc, il vaut mieux faire une analyse personnelle de son risque et donc du prix qu'on a payé pour ce risque. Oui, je rajouterais en complément que un taux, c'est une chose intéressante, évidemment, et notamment quand on est dans les taux bas, mais il faut aussi comparer des mensualités, parce qu'il arrive assez fréquemment qu'à taux équivalent, la mensualité ne soit pas la même à la finalité. Donc effectivement, ça reprend ce que tu dis, Philippe, c'est que quelquefois, et certaines banques ont des coûts d'assurance qui ne sont pas tout à fait raisonnables, entre guillemets. Je n'irai pas jusqu'à là, mais je dirais pas raisonnables, qui font qu'à un instant T, même à 0,60, la mensualité aura un écart très très important. Merci. Pour finir, s'il fallait donner un conseil à un particulier qui veut souscrire un emprunt pour acheter ou investir dans le neuf, Philippe Taboret. Alors tu m'as déjà entendu le dire, mais je crois que j'ai jamais trouvé d'autre argument que celui-là, c'est de dire, moi quand je vais à un mariage, je m'habille. Et quand je vais voir un banquier, je dois m'habiller. C'est-à-dire je dois être beau. Oui. Je dois séduire. Donc en fait, on n'arrive pas comme ça sur un projet immobilier sale, avec des comptes où on n'a pas regardé comment ils fonctionnaient. Voilà, on n'arrive pas avec le bazar. Donc ça se prépare. Ça se prépare, pourquoi? Parce qu'au moment où on va se présenter, il faut qu'on soit beau. Et beau, c'est pour un banquier, c'est de dire, voilà, je suis quelqu'un de carré, qui n'a pas d'endettement exorbitant, qui fait face à mes remboursements, qui n'est pas trop découvert, qui suis un peu épargnant, qui ait les capacités de mon engagement, qui suis quelqu'un de responsable, etc. etc. C'est un peu exagéré, je caricature. Bien sûr. Mais en fait, c'est un peu l'idée principale qu'il faut considérer. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation en tant qu'emprunteur ou futur acheteur, à ce moment-là, ça se prépare. Il vaut mieux prendre 3 mois de plus ou 6 mois de plus à préparer son projet. Ça laissera un peu plus de temps à la réflexion et à la recherche, à la comparaison. Mais en tout cas, ça se prépare. Et au moment où on va présenter, et de ne pas aller trop vite voir son banquier, parce que si on lui donne ces éléments négatifs, après, il sera difficile de négocier. Donc, de bien réfléchir en amont, passer plutôt par un courtier qui saura vous accompagner dans cette démarche de préparation pour pouvoir effectivement, le jour J, arriver et avoir les meilleurs, à la fois l'accord, premier élément essentiel, d'avoir un accord aux meilleures conditions possibles. Philippe Zilberstein, votre conseil? Je rejoins complètement Philippe sur le sujet, d'autant plus que bien souvent, quand les banques constituent ou les courtiers constituent le dossier pour un prêt, on demande les 3 derniers mois de quittance, enfin de relevé bancaire, ce qui effectivement montre un petit peu comment sa situation financière fonctionne. Moi, encore une fois, je pense que comme dans l'immobilier, il faut consulter au moins 1 ou 2 organismes, comparer, prendre le temps nécessaire et surtout, et j'espère qu'à travers cet échange qu'on a eu cet après-midi, on ait pu apporter quelques conseils, mais qu'on prenne le temps de regarder dans le détail ce qui est proposé. Dans l'immobilier, quand on vend un produit, les gens prennent le temps, et c'est normal, de lire un descriptif, de lire les conditions générales de vente d'un contrat de réservation. Je pense que c'est pareil dans le cas d'un montage financier. Lire le contrat d'assurance. En tout cas, lire le contrat d'assurance, s'assurer que ça corresponde bien à notre profil. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre. Donc, il faut absolument regarder notre cas et ne se fixer que par rapport à ça. Et pour ça, que ce soit pour le financement ou pour la promotion immobilière, s'adresser à des professionnels.
Merci messieurs, merci beaucoup pour tous ces conseils, qu'il ne vous reste plus qu'à suivre en allant parcourir les stands du Salon de l'immobilier. Merci beaucoup.